L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Jean-François Rial, président PDG de Voyageurs du Monde. Également, vous êtes président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Bonjour Jean-François Rial. Bonjour Valérie. J'avais envie de vous recevoir ce matin, de vous interroger pour faire un point sur le tourisme qui avait repris avec la fin du Covid et qui visiblement se retrouve un petit peu malmené avec la guerre en Ukraine. Dites-nous un petit peu comment ça se passe aujourd'hui en termes de réservation pour vous. Alors en fait, vous avez raison, on était remonté à peu près à mi-février, à peu près autour de 20% au-dessus de 2019 par rapport aux réservations de l'année 2019, mi-février, donc on était post-Covid remonté à des niveaux de réservation vraiment très hauts. Et le 24 février, les Russes envahissent l'Ukraine. Et là, on est passé directement d'environ plus 20 à moins 20. Donc un écart de 40%, donc très important. Mais je dois dire que depuis une semaine, donc un mois après la guerre environ, on est presque revenu au niveau de 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si les Français s'étaient habitués à cette guerre, considéraient qu'elle n'allait pas vraiment toucher le monde ou qu'elle allait s'arrêter rapidement. En tout cas, ils ont moins d'inquiétude. Oui. Quel a été peut-être un bilan du Covid pour les agences de voyage? Ça a été compliqué, évidemment. On l'a dit, vous étiez venu en parler ici. Il y a eu un arrêt quasi total pendant le Covid des réservations. Le bilan du Covid, il est spectaculaire. Les réservations ont baissé de 80% en 2020. Et encore, on avait 3 mois corrects, janvier, février, mars. Donc en réalité, je pense qu'entre le 15 mars 2020 et 31 décembre 2020, on a dû baisser de 95%. En 2021, ça s'est légèrement amélioré, on a baissé de 70%. Donc un désastre absolu, quoi, bien sûr. Mais on était revenu, je vous disais, mi-février, à peu près 20% au-dessus de 2019, ce qui était très, très, très encourageant, avec toutes les destinations du monde entier qui fonctionnaient, à part bien sûr celle de l'Asie. Oui, c'est effectivement l'Asie qui reste, si on parle des destinations perdantes ou des destinations qui sont aujourd'hui les moins demandées ou les plus compliquées d'accès, c'est l'Asie. Ah oui, bien sûr, mais je dirais que même en Asie, ça commence à se réouvrir. Il y a bien sûr la Chine et le Japon qui sont impraticables. Pourquoi le Japon? D'expliquer à nos auditeurs. Il est fermé. Il est tout simplement fermé. C'est-à-dire que les autorités japonaises ne laissent pas entrer les visiteurs étrangers aujourd'hui. On ne peut pas y aller comme en Chine, quoi. D'accord. Mais l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, même le Vietnam annonce sa réouverture. Donc on commence à revenir un petit peu en Asie. Dans les réservations, si on peut parler de top destination, en ce qui vous concerne, et vous avez une vision un petit peu plus large, parce que vous avez une agence qui représente plutôt le haut de gamme, mais en termes de réservation, est-ce que le Maghreb, par exemple, qui ne fait pas partie tellement de vos destinations, repart aussi? Alors, ce qui marche très très bien, c'est effectivement le Maghreb. Le Maroc en particulier redémarre très fort depuis qu'il est réautorisé. L'Égypte, qui n'est pas au Maghreb et qui n'est pas très loin, marche très 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 fort. Et d'une façon générale, tout le Moyen-Orient, Oman, Dubaï, tout ça, ça marche très très bien. Ce que vous avez aussi qui fonctionne très bien, c'est la Tanzanie. Il y a un vrai engouement pour ce pays qui est très fort depuis quelques mois. Ouais. L'Afrique du Sud qui redémarre depuis qu'elle est réouverte. Et en Amérique latine, le Mexique et le Costa Rica qui marchent très fort. Alors vous avez toujours 3 best-sellers qui font toujours un malheur et qui marchent encore plus que d'habitude. Il y a une plus forte concentration des ventes sur quelques destinations depuis la fin du Covid. Les États-Unis, la Grèce et l'Italie sont extrêmement demandés. Donc, si vous voulez y aller, dépêchez-vous parce que les prix vont monter et les produits de qualité vont se faire plus rares.
Et puis, vous avez également la Polynésie française qui suscite un engouement très fort. Ouais. Il y a une plus forte concentration des ventes sur ces pays-là que je viens de vous lister que d'habitude. Ah oui, Polynésie, c'est loin et cher pourtant. Ouais, loin et cher. Ouais. Oui, mais les gens se lâchent. Ils n'ont pas voyagé pendant 2 ans et ils se font plaisir et donc ils se lâchent. Oui, vous avez ce sentiment-là aujourd'hui d'un retour dans les agences de voyage et de cette envie de voyager? Oui, très fort. Il n'y a pas de peur. Le Covid est, selon vous, le Covid est parti des têtes, bien on assiste à une recrudescence, mais ce n'est plus un frein au voyage. Non, je pense que le Covid, c'est terminé pour les personnes. Je dirais qu'entre le fait qu'on est très vacciné, qu'on ait des variants qui soient très peu virulents, qui ne génèrent pas de forme grave, que les pays ont fait sauter toutes les restrictions aux frontières, que les tests PCR sont supprimés au retour pour revenir en France dans la plupart des pays, etc., font que le sujet du Covid a été oublié, plus la guerre qui domine l'actualité. Donc forcément, le Covid est vraiment passé en seconde position. Alors Stéphane pose une question, je vous la pose, pas sûr que ce soit tout à fait de votre ressort. Allez-vous faire du tourisme humanitaire pour reconstruire l'Ukraine après la guerre? Question peut-être stupide, mais ça peut nous faire du bien à tous. Est-ce qu'il y a un tourisme humanitaire qui existe? Alors ça existe, mais j'y suis pas très favorable, parce que l'humanitaire, vous savez, c'est devenu un métier. C'est un métier de pro. Moi, je fais de l'humanitaire par ailleurs. Et c'est des organisations professionnelles, pointues. Et donc, faire du tourisme humanitaire, genre les voyagistes proposent à des volontaires d'aller aider des ONG sur place, en pratique, vous gênez les ONG. Parce qu'elles ont besoin de compétences particulières, d'organisations particulières. Bien sûr que le monde du voyage est très engagé sur l'affaire de l'Ukraine, parce que c'est une destination qu'on vendait. Oui, que ce soit la Russie aussi. Oui, que ce soit la Russie, l'Ukraine. Bien sûr. On en était très forts, nous, sur la Russie, par exemple. Donc, on fait des choses pour aider les ONG, ça oui. Les institutions du voyage, les syndicats du voyage professionnel, que ce soit les entreprises du voyage ou le CETO, se sont engagés à aider des organisations humanitaires sur place. On a également des confrères à nous qui sont très investis sur ces zones, donc qui ont des connexions et on les aide. Par ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont des relations personnelles dans ces pays, donc font des choses. Mais je ne crois pas que l'outil voyage humanitaire soit une bonne idée. Oui, non, c'est des compétences, comme vous le dites, assez spécifiques. Donc sur la Russie, peut-être une question sur les conséquences de l'arrêt du tourisme. C'est aussi une catastrophe pour les Russes. On peut aussi penser à eux. Bien sûr, c'est une catastrophe pour les Russes. C'est un pays très très intéressant qui faisait partie du top 5 de nos ventes européennes. Nous-mêmes, on a beaucoup de salariés russes qui ont toutes de la famille en Ukraine sous les bombes. Donc, on est très, très, très concernés par cette affaire. Mais bien sûr que le peuple russe ne doit pas être mélangé avec le dirigeant russe. C'est évident. Enfin, en tout cas, c'est pas le sentiment que j'ai. Évidemment, ce peuple russe, il va souffrir de l'arrêt du tourisme, comme il souffre de toutes les sanctions économiques. Je voudrais qu'on parle de la France aussi, et de Paris en particulier, puisque vous êtes le président de l'Office du tourisme de Paris. Est-ce que les touristes étrangers reviennent en France et à Paris en particulier? Alors oui, et de façon plus forte et inattendue que je l'attendais. Fin février, alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas les effets de la guerre qui sont enregistrés à ce moment-là, mais fin février, sur Paris, on était 10% au-dessus des réservations de 2019. Sur la dernière semaine de février, sur un instantané visuel. Alors, c'est intéressant parce qu'on n'a pas d'Asiatiques, qui représentent près de 8% de notre volume, donc presque 10%, et on a un tourisme d'affaires qu'on dit quand même très touché, qui représente la moitié de notre activité, et pourtant, on est quand même 10% au-dessus. Et je sais que sur les Américains en particulier, parce qu'on a mesuré auprès des grandes agences de voyage américaines, il n'y a pas eu de baisse de réservation des Américains vers la France depuis le début de la guerre. Donc, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire que l'attractivité de Paris sur le plan international reste extrêmement forte. Et donc, on est relativement éloigné du théâtre des opérations.
quand même. Ouais. Certes, on n'est pas au Brésil, mais on n'est pas non plus en République tchèque. Ouais. Et donc, pour l'instant, on n'a pas l'air de trop souffrir des conséquences de la guerre. Ouais. Et l'image de Paris, quelques mots sur un sujet qui fâche. Je regardais ce matin sur Twitter, ça cache Paris était encore en tête des tweets dans la catégorie Paris. Est-ce que ça impacte sur le tourisme, cette campagne qui dénonce un certain nombre de dysfonctionnements, on va dire, pour rester vague sur ce qui se passe dans la capitale? Alors, moi, je pense que visiblement, les chiffres que je viens de vous donner n'ont pas l'air d'impacter les réservations internationales vers Paris. Je pense que, par contre, il y a quand même un sujet interne, c'est-à-dire que je pense que ça impacte les Parisiens et ça impacte les Français, forcément, hein, parce que cette campagne, quoi qu'on en pense, elle existe. Et donc, moi, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est ce que je prône à l'office depuis que je suis là, c'est d'améliorer la qualité de l'expérience client de celui qui vient à Paris et donc de s'attaquer à ces sujets. Et le premier adjoint de la mairie, Emmanuel Grégoire, a courageusement pris en main le fait de construire ce qu'il appelle un manifeste pour le mot, pour régler les sujets au-delà des polémiques qui sont mises en place autour de sa cache-marée. Mais il y a des vrais sujets sur lesquels il faut qu'on règle des sujets. Je dirais de taille de poubelle, du signalétique, de mobilier urbain, et sur lesquels il faut qu'on agisse. Oui, bien sûr. Rajouter des toilettes, etc., etc. Stéphane nous dit, y a-t-il un pays, alors c'est une question pour vous, hein, sur mesure, qui est très peu connu et qui mérite d'être visité? Votre coup de cœur? Alors c'était effectivement ma question aussi sur voyager hors des sentiers battus. Vous avez évoqué les pays qui suscitent un grand nombre de réservations en ce moment, les États-Unis, la Grèce pour cet été. Où on va si on veut voyager en dehors des sentiers battus? Alors oui, il y a plein de pays qui méritent d'être visités, qui sont très très peu connus. Il faut d'ailleurs toujours voyager à contre-courant. Hein. C'est un principe de base. Oui, mais c'est pas toujours facile quand on a des enfants et qu'on travaille. Non, on peut pas. Je suis pas de cet avis, Valérie. Je pense que quand on a des enfants et qu'on travaille, évidemment, voyager à contre-courant est plus difficile, mais est possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pays qui sont délaissés au profit d'autres, y compris en période de vacances scolaires. Et il faut être malin. Il y a eu des années, moi je me souviens, où la Grèce était délaissée. Ouais. Et la Grèce est pas devenue plus belle depuis. C'est pas vrai. Il y a des modes. Alors il y a des modes. Il faut voyager à contre-courant des modes. Alors en ce moment, par exemple, moi je vais vous dire, si vous voulez voyager pas cher, sublime, magnifique, il faut aller en Mauritanie. Voilà. Vous allez c'est pas dangereux. Balader dans le désert et c'est pas du tout dangereux. Alors pas du tout. D'ailleurs, vous allez voir sur le site du Quai d'Orsay, c'est vert, totalement sécure. Ouais. On a un ancien général de Barkhane qui a fait un audit pour nous, pour vérifier qu'on racontait pas n'importe quoi, parce que évidemment, nous, on est jugés partis, donc on n'est pas crédible. Donc on a demandé à des gens de vérifier ça, et le Quai d'Orsay approuve. Voilà, c'est un exemple. Mais vous voyez, par exemple, si vous voulez aller au soleil et profiter de moments sympathiques en ce moment, y compris en vacances scolaires, vous avez un pays qui est aujourd'hui complètement délaissé à cause de son image, de son président et de la crise sanitaire énorme qu'il a traversée, c'est le Brésil. Ouais. C'est sublime, le Brésil. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, Valérie. Non. Donc voilà. Voilà. Et puis, en ce moment, il faut éviter le Mexique. Il y a trop de monde au Mexique. Donc, il faut aller au Brésil. Mais dans 6 mois, vous verrez, il y aura moins de monde au Mexique pour aller au Mexique. Il faut toujours voyager à contre-courant sur les dates et sur les endroits. Et même dans les pays où il y a énormément de monde. Vous voulez absolument aller en Grèce. Bon. Vous voulez absolument aller en Grèce. Eh bien, allez dans les îles du Nord. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les Cyclades ou dans les îles turques qui sont aujourd'hui saturées. Et si vous voulez aller dans les Cyclades, quand même, en été, croyez-moi, je vous trouverai une Cyclade où il n'y a personne. L'Égypte, qui est un pays qui nous est cher à tous les deux. L'Égypte fait un carton. En tout cas chez nous, on a un produit un peu spécial avec ce bateau mythique. Magnifique. Néanmoins, je vois chez mes cousins de Terre d'Aventure qui vendent du trekking que c'est la même chose. Et l'Égypte, c'est pareil. On peut, en voyageant, soit sur notre bateau, sur des dates particulières, soit en voyageant sur une dahabier, être à contre-courant des flux de bateaux qui font toujours samedi, Luxor-Axon. Voyez, on peut aller à Siwa, qui est fantastique, qui est sublime, où il n'y a personne. On peut aller dans les oasis du désert.
Voilà, il y a moyen de voyager à contre-courant, en vacances scolaires, avec des enfants, sans être au milieu de la foule. Je donne toujours l'exemple de Venise, qui est noir de monde, place Saint-Marc, sur le pont du Rialto. Dès que vous rentrez dans les ruelles, vous découvrez des endroits exceptionnels sans personne. Et puis, sans parler même de la grande île, on peut aller dans les petites îles. Quand on va à Murano, on a 2 rues avec des touristes épouvantables et on prolonge, on est tout seul et c'est sublime et c'est aussi bien, c'est aussi beau dans la ville traditionnelle. Donc, vous voyez, moi j'adore Venise comme vous, j'y vais très souvent et je suis jamais dans la foule. Voilà, on a conclu, mais Stéphane, c'était important aussi de poser une question sur des conseils de prudence pour ne pas se faire avoir par des agences malhonnêtes. Est-ce qu'il y a encore des agences de voyage malhonnêtes? Est-ce qu'on peut se faire avoir? Est-ce qu'il y a des conseils de prudence quand on réserve ou peut-être de bon sens? Écoutez, il y en a vraiment très très peu, il y en a de moins en moins. Il y a eu un énorme ménage qui a été fait. Les autorités syndicales, que ce soit le CETO ou EDV, vraiment, ou l'APS, qui est l'organisme de garantie, vraiment font la chasse à ça. Donc moi, je pense qu'en France, qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Par contre, évidemment, quand vous réservez sur Internet, vous avez 3 possibilités. Vous réservez dans une agence de voyage qui a une licence française. Et là, vous êtes complètement sécurisé, parce que même si l'agence fait une arnaque, vous avez une garantie de garantie derrière. Et par ailleurs, les arnaques sont très très rares sur les agences françaises. Ensuite, vous avez des plateformes internationales, mondiales, vous les connaissez, Booking, Expedia, etc. Je pense que là également, vous avez assez peu de risques, même si vous n'avez pas de garantie financière. C'est-à-dire qu'une plateforme internationale peut faire faillite et votre argent sera planté. Enfin, a priori, c'est moins. Enfin, c'est des gens. Oui, mais enfin, on a quand même vu récemment un grand voyagiste allemand, le 2e plus grand voyagiste allemand au monde, Thomas Cook, qui a fait faillite. Donc bon, c'est jamais impossible. Et puis ensuite, vous avez tous ces sites qui existent dans le monde entier où vous réservez chez un réceptif, dans une agence de voyage locale, etc. Il y en a des très 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 sérieuses. Puis il y en a des moins sérieuses. Il faut faire un peu attention. Voilà. Du bon sens. Merci Jean-François Rial d'avoir été avec nous ce matin. C'était passionnant et on est toujours ravis de vous recevoir. Dans un instant, nous on va commenter l'actualité. Merci à vous. Sud Radio. Parlons vrai.